Nous avons des réunions le lundi, le mardi, le mercredi. Voilà, et après le docteur, le jeudi et le vendredi. Et le lundi, il rassemble toute l'argent. Bien, mesdames et messieurs, pardon, j'arrive un peu en retard, et ce n'est pas dû aux difficultés de la circulation, qui est parfaitement fluide ce soir, notamment le long des quais. Bordeaux 2050. Dans quelle ville vivrons-nous en 2050? Et dans quelle ville aimerions-nous que nos enfants vivent en 2050? Voilà la réflexion à laquelle les élus de Bordeaux Métropole, ils sont nombreux ici, beaucoup de maires, assis au premier rang de cette assemblée, je les remercie de leur présence. Jacques Mangon, tout particulièrement, qui est un peu la cheville ouvrière de cette opération. Voilà donc la réflexion à laquelle nous souhaitons vous convier. L'exercice peut paraître audacieux, peut-être même téméraire ou illusoire, parce que nous sommes dans un monde qui change à une vitesse qui nous donne parfois le vertige. Tout change année après année, mois après mois, heure après heure, pratiquement. Et pourtant, nous devons nous mobiliser pour réfléchir à la façon dont nous allons relever les extraordinaires défis qui sont devant nous. Je voudrais les évoquer sans tomber dans le pessimisme. J'ai entendu votre message quand je suis arrivé, mais pour que nous en mesurions bien malgré tout l'ampleur. D'abord, bien sûr, le défi climatique. Comme vous, peut-être, j'étais frappé de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. 15 000 scientifiques mondiaux ont lancé un avertissement solennel à l'humanité. Ça fait la une des journaux pendant 24 heures. Beaucoup moins que la déclaration de certains leaders politiques. À quoi je pense. Et pourtant, nous voyons bien la gravité de ce défi, les dérèglements climatiques que nous subissons un peu partout, le recul de la biodiversité, bien sûr, et puis la nécessité d'inventer un nouveau modèle de croissance, plus sobre, plus économe des ressources rares qui s'épuisent, plus circulaire, qui nous conduisent à recycler ce que nous gaspillons aujourd'hui. Le deuxième défi dont on parle peu, enfin ça commence à venir, mais qui pour ma part me paraît aussi un défi majeur, c'est le défi démographique. Selon les dernières perspectives de l'ONU, la planète devrait accueillir à la fin de ce siècle 11,5 milliards d'habitants. Variante moyenne, il y a une variante haute. Et il faut bien que nous nous mettions dans la tête qu'une planète avec 11 milliards d'individus ne ressemblera plus à celle de nos prédécesseurs, qui ont été quelques millions pendant des siècles, quelques centaines de millions, moins d'1 milliard jusqu'à la milieu du XXe siècle, du XIXe siècle, et tout d'un coup 11 milliards. L'Europe pesait 25% de la population mondiale, je crois au siècle dernier, et pèsera 7% dans quelques décennies. L'Afrique comptera 4 milliards d'habitants à la fin de ce siècle. Comment allons-nous gérer tout cela? Troisième défi, vous en parliez, vous en parleriez plus savamment que moi, le défi numérique, qui bouleverse complètement nos sociétés, nos économies, qui est porteur de merveilleuses promesses dans beaucoup de domaines, à commencer par le domaine de la santé, par exemple, mais beaucoup d'autres aussi, mais qui quand même comporte quelques risques aussi. Quelques risques pour nos vies privées, on le voit bien, quelques risques pour nos emplois, le marché du travail va être totalement bouleversé, je ne suis pas de ceux qui pensent que le travail disparaîtra, mais beaucoup d'emplois vont disparaître et beaucoup d'emplois vont apparaître. Et il faut évidemment s'y préparer. Et je serais même tenté de dire un défi anthropologique, et vous l'avez presque esquissé tout à l'heure, l'intelligence artificielle va peut-être augmenter l'humanité. On parle beaucoup de l'humanité augmentée, elle pourrait peut-être aussi la dégrader si on n'y fait pas attention. Et si on ne met pas la technique ou les technologies au service de la personne humaine plutôt que l'inverse. Il y a un penseur bordelais qui s'appelle Jacques Ellul, qui mériterait qu'on le relise aujourd'hui, du siècle dernier, qui a beaucoup réfléchi à cette question de la relation entre la technique et puis l'humanité. Voilà quelques-unes des questions qui sont devant nous. Alors on ne va pas rebâtir le monde, hein. Bordeaux 2050 ne va pas se substituer aux philosophes, aux scientifiques, etc. Mais je pense que
il n'est pas absurde que nous invitions nos concitoyens à se poser ces questions. Non pas pour élaborer un projet tout ficelé, voilà ce que sera la ville en 2050, on est sûr de se tromper si on fait ça, mais pour dessiner peut-être des scénarios et pour essayer de répondre à quelques-unes des attentes de nos concitoyens avec des repères pour l'action qui nous attend dans les 10 ou 15 prochaines années, c'est demain. Ces questions, nous les voyons bien apparaître dans nos débats déjà. Comment allons-nous nous déplacer? La mobilité est un des enjeux majeurs dans ces villes qui ne cessent de croître. Est-ce que nous aurons tous des véhicules autonomes, des trottinettes électriques, comment ça s'appelle, des segways là, sur lesquels il faut avoir le sens de l'équilibre, ou peut-être des taxis volants, quelle sera la part de la voiture électrique, etc., etc. Et on sait que dans notre agglomération ici, les questions de mobilité sont particulièrement prégnantes. Comment allons-nous habiter? Dans quel type de logement allons-nous habiter? Est-ce que les centrales électriques auront disparu, comme le prédit Jérémy Rifkin? Est-ce que chacun de nos logements sera producteur de l'énergie qu'il consommera? Est-ce que la domotique va changer nos habitudes de vie quotidienne? Est-ce que l'habitat participatif se sera fortement développé? Enfin, toute une série de questions autour de l'habitat. Comment allons-nous nous nourrir? La ville d'Albi, qui n'est pas très éloignée d'ici, peut être autosuffisante en matière alimentaire d'ici quelques années. Bordeaux a une tradition de maraîchage dans ces territoires, non pas périphériques, mais enfin, sur l'agglomération elle-même, 55 000 hectares ici sur cette agglomération. Est-ce que l'agriculture urbaine, les circuits de proximité vont se développer et changer considérablement nos habitudes alimentaires? Comment allons-nous nous soigner? Est-ce qu'on ira encore à l'hôpital? Ou est-ce qu'on sera soigné chez soi? On fait maintenant des opérations à distance, si je ne dis pas de bêtises, hein, avec la télémédecine et toutes sortes d'applications de ce type. Comment allons-nous nous former et éduquer nos enfants? Est-ce qu'on les verra encore à l'école, ou est-ce qu'ils resteront dans leur tablette pour lire des books ou autres opérations de ce type? Voilà, je pourrais allonger la liste de toutes ces questions qu'il faut nous poser. Alors voilà ce à quoi nous voudrions convier les Bordelaises et les Bordelais. Et je serais tenté de dire à deux niveaux. Bien sûr, nous avons besoin de savoir ce qui se passe autour de nous, et nous essaierons de convier des témoins venus d'autres villes, d'autres continents peut-être, parce que j'observe que déjà beaucoup de collectivités se sont lancées dans cette réflexion sur 2050, beaucoup d'entreprises aussi, de grandes entreprises. Nous convierons d'autres experts, bien sûr, mais nous voudrions surtout tous ensemble que les habitants de la métropole s'intéressent à ce débat. Si cela consiste simplement à organiser quelques conférences à la télé municipale de Bordeaux avec de prestigieux orateurs, c'est formidable, on l'a déjà fait 20 fois. Ce que nous voudrions, c'est que des milliers d'habitants de l'agglomération, peut-être des dizaines de milliers, s'impliquent dans ce débat. Et c'est un peu ce que nous sommes en train d'essayer de construire aujourd'hui. Par exemple, en mettant en ligne, c'est peut-être pas très original, mais un site internet interactif pour permettre à chacun de réagir, de répondre à des questionnaires ou d'apporter ses propres contributions. Un camion, Bordeaux 2050, va se mettre en mouvement bientôt et se rendre dans les 28 communes de la métropole pour aller au-devant de nos citoyens et essayer de les interpeller sur un certain nombre de questions. Je souhaite que chacun des maires des 28 communes de la métropole, et je sais qu'ils y sont prêts, s'investissent aussi dans ce débat et à partir d'un canevas qu'on mettra à leur disposition, puissent aussi mobiliser leurs concitoyens sur toutes ces questions. Voilà ce que nous avons en tête. Jacques Mongon s'est particulièrement impliqué là-dedans. Nous avons une petite organisation modeste, un comité de pilotage politique qui s'est réuni ce matin avec la dizaine de maires qui en sont membres, une mission dédiée qui est animée par Michel Larucharlu, ici présente, qui a déjà fait beaucoup de travail et qui va piloter un peu tout cet exercice. Et puis un calendrier très exigeant, puisque nous aimerions boucler cette opération en 2 ans, ou à peine plus. Il faut qu'à Pâques 2019, nous ayons terminé ce travail pour le mettre à la disposition des uns et des autres. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Ce soir, nous avons invité des représentants de ce qu'il est convenu d'appeler les forces vives de notre territoire. Et je voudrais vraiment appeler tous ceux qui sont ici à
à s'impliquer dans ce travail. Alors tous ceux qui sont ici, c'est qui? C'est les élus, je l'ai dit. Ce sont aussi toute une série d'institutions. L'université, à son mot à dire. Je souhaite que notre université, nos grandes écoles, nos étudiants de différentes disciplines, des écoles de commerce, de l'école d'architecture, de l'école des beaux-arts, puissent s'impliquer dans tout cela. Le tissu associatif qui est très développé sur notre territoire, les institutions consulaires comme la Chambre de commerce ou d'autres institutions encore, les grandes entreprises. Je parlais tout à l'heure de leur nécessité à elles aussi de se projeter sur l'avenir. Que sera la Poste dans 20 ans? Je sais qu'elle y travaille beaucoup, il n'y a plus de courrier, enfin, plus de la même manière en tout cas, et comment elle se reconvertit, comment elle se tourne vers d'autres activités. Voilà, donc nous avons besoin de cette large participation des uns et des autres pour ce travail. Je terminerai par une note très optimiste. Les premières touches que nous avons lancées répondent bien. Il y a de l'intérêt. Je l'ai vu au bureau de Bordeaux Métropole, dont les membres les plus éminents sont ici présents. Au départ, quand j'ai lancé cette idée, ils se sont dit « Tiens, Juppé nous prépare un coup, là, un machin, un truc. » Bon. Voilà. Et puis depuis, j'ai vu qu'ils s'intéressent, qu'ils ont envie de participer, qu'ils se rendent bien compte que ces questions les concernent directement et concernent l'ensemble de leurs concitoyens. Michel Larucharlu me disait aussi que les premiers contacts qu'elle a pris avec toute une série d'institutions que j'ai citées sont positifs et qu'il y a une disponibilité pour nous accompagner dans cette réflexion. Voilà, donc Bordeaux 2050 est parti. Je disais tout à l'heure en arrivant avec Michel Larucharlu que lors de la séance de conclusion, dans 1 an, nous nous réunirons, non pas ici, mais dans la grande salle de l'Arena, je l'espère, avec 12 000 personnes, à la hauteur de nos ambitions et de nos espérances. Merci à tous. Merci à vous. C'est une perspective éminemment réjouissante. Alors derrière vous, monsieur le maire, il y a un mot dièse, BM 2050, vous avez tous le droit de tweeter très largement. Vous avez aussi l'injonction à vous rendre sur le même site, bm2050.fr, et donc vous avez un certain nombre de questionnaires qu'on m'a fait passer, qui sont très bien faits, avec un certain nombre de spécificités selon les secteurs économiques. J'en profite pour faire une petite page de pub, puisque monsieur le maire a cité Jacques Ellul. Il y a la table ronde qui a eu l'excellente idée de rééditer début 2018 « Pour qui, pourquoi travaillons-nous » de Jacques Ellul, et c'est extrêmement actuel. Jacques Mangon, vous voulez peut-être expliquer votre rôle en tant que cheville ouvrière? Je crois que je ne vais pas tellement expliquer mon rôle, je vais participer avec d'autres et avec tous mes collègues maires à l'approfondissement de la démarche qui a été lancée par Alain Juppé à l'instant, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que on a voulu mettre à côté de ce 2050 3 verbes, qui sont 3 verbes assez beaux: rêver, penser, agir. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que l'ambition que nous avions, qui était louable, mais un petit peu folle, était tellement importante qu'il fallait qu'on utilise un peu toutes les sphères de nos différents cerveaux. Il faut qu'on utilise la sphère de l'imagination, parce qu'on ne peut pas décemment penser à l'avenir sans avoir recours à ces notions sensibles, ces notions qu'ont si bien les enfants, on l'a vu tout à l'heure dans le film qui nous a été montré. Et puis en même temps, il faut aussi se préoccuper de ceux qui pensent. Il y a beaucoup de gens qui pensent, des universitaires, des gens qui sont dans des think tanks, des gens qui ont des idées, qui écrivent des livres. Il faut s'en préoccuper, il faut aller saisir la matière qu'ils ont devant nous. Et en même temps, il faut avoir en tête, et c'est le rôle que nous avons en tant que politique, que demain, il faudra avec cette matière-là agir et être dans l'action. Et je crois que, comme Alain Juppé l'a dit tout à l'heure, les changements qui sont devant nous sont d'une telle puissance que précisément, le politique est plus que jamais attendu, parce qu'il faudra réguler, il faudra organiser, il faudra penser à des notions essentielles, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, qui sont celles de la liberté, dans un monde aussi puissant, avec autant de choses à l'œuvre, avec les GAFA qui sont à l'œuvre, avec tout ce qui a été dit précédemment. Et donc ce que nous voulons, c'est que tous comprennent, le grand public, les spécialistes, les gens éminents qui sont ici présents dans cette salle, mais aussi les gens plus, on va dire, ordinaires, sans notion péjorative, mais je dirais plus classiques de la métropole, tous ont quelque chose à faire pour construire ce monde dans lequel il va falloir qu'on fasse autre chose que pousser les lignes d'aujourd'hui. On a bien compris que le grand succès de Bordeaux Métropole, acquis aujourd'hui, ne doit pas nous amener à nous reposer sur nos lauriers. Et on a bien compris aussi que c'est pas simplement poussant les curseurs, prolongeant les lignes qui nous ont amené au succès d'aujourd'hui qu'on va s'attaquer à la ville de demain. Et bien c'est ça qu'on essaiera de faire. Il faut que tous y contribuent et tous vous serez appelés, soit par des contributions écrites, soit
par des participations à des débats sous différentes formes, vous serez amené à donner votre avis, à participer, à faire en sorte que vraiment ce soit l'œuvre de tous. Voilà ce que je pouvais dire. Parfait, merci beaucoup. Alors on va mettre vos... On va mettre vos 3 verbes en musique avec un premier débat. Le rêve, c'est les villes à neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour ça, il va falloir penser un peu. Et pour ce faire, je voudrais être rejoint par Philippe Labro et Djamet Louch. Et ils vont nous expliquer comment est-ce qu'on peut agir. Restez avec Monsieur Mongo. Vous restez avec nous. Ah non, on est bon. Et avant, histoire de se mettre tous un peu à égalité de réflexion sur le sujet, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo qui a été créée par EDF et qui va nous introduire le sujet. Depuis bientôt 10 ans, EDF explore les pistes d'innovation en collaboration avec les équipes du concours bas carbone. L'énergie doit être bas carbone pour relever les défis qui s'imposent à nous et concilier développement et préservation de la planète. Bon, reprenons du début. Le réchauffement climatique, c'est quoi? C'est l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère qui se produit dans le monde entier et sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que les activités humaines émettent de plus en plus de gaz à effet de serre, dont le CO2. Les gaz rejetés bloquent une partie du rayonnement solaire renvoyé par la planète et renforcent ainsi l'effet de serre naturel. La chaleur est alors piégée et réchauffe la température de la Terre. Et maintenant, tous les pays ont leur rôle à jouer. D'ailleurs, lors de la COP21 de 2015, 195 États se sont engagés à stabiliser le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Pour atteindre cet objectif, il faut diviser les émissions françaises par 4. C'est le facteur 4. Mais pour diviser les émissions par 4, c'est déjà un gros chantier. Il faut isoler le bâtiment, développer les énergies renouvelables, passer aux véhicules électriques, inciter au covoiturage, développer l'économie circulaire, développer le fret fluvial et ferroviaire, etc., etc. Oui, mais ce qu'il reste, on en fait quoi? Car même en divisant nos émissions par 4, il reste toujours du carbone. Alors que se passe-t-il lorsqu'on veut passer du bas carbone au zéro carbone? Pour compenser les dernières émissions, une solution consiste à planter des arbres. C'est simple, planter des végétaux permet, via la photosynthèse, d'absorber le CO2 contenu dans l'air. Mais végétaliser la ville ne suffit pas. Il faut compenser là où on a la place, dans la campagne périurbaine. Après facteur 4, pour compenser les émissions restantes d'une ville comme Paris, il faudrait remplacer toutes les habitations de l'Île-de-France par une forêt de près de 10 000 km². La technologie ne pourra résoudre tous les maux. Toits végétalisés, smart cities, voitures autonomes ne suffiront pas pour assurer la transition. Alors, peut-on envisager de construire une ville neutre en carbone? La ville est née de l'échange. Aujourd'hui, encore pour subsister, elle échange constamment avec son arrière-pays. Tout type de flux la traverse quotidiennement. Énergie, eau, mobilité, alimentation, qu'ils soient tangibles ou non, ils sont essentiels à sa survie. La ville ne peut être autarcique. Et pour atteindre la neutralité carbone, elle doit composer avec son arrière-pays qui la nourrit, l'alimente en énergie et qui pourra lui apporter les crédits carbone nécessaires à sa neutralité. Projet autour de l'intelligence collective, véritable laboratoire d'idées. Ce concours sert à alimenter la réflexion du groupe EDF pour inventer dès aujourd'hui les solutions pour que la ville respire. Bravo aux équipes d'EDF. J'espère que vous l'avez transmis à Anne Hidalgo qui voit son prochain projet qui est donc remplacer l'Île-de-France par une grande forêt. Et Philippe Labro, plus sérieusement, vous êtes directeur innovation du... Oui, ça permettrait d'éliminer Valérie Pécresse, évidemment, mais je n'osais pas le dire. Philippe Labro, vous êtes le directeur de l'innovation d'EDF. Quelques mots sur ce concours, d'abord? Oui, donc à l'invite de Monsieur le maire, on a eu le plaisir de faire ce concours-là sur le quartier de la Jalère à Bordeaux. Donc, quartier de la Jalère qui est un quartier en reconversion où il y avait pas mal de sièges sociaux, de la Caisse des dépôts, de d'autres entreprises. Donc, merci à la Caisse des dépôts d'avoir s'être prêté au jeu. On a regardé si on pouvait, dans une utopie urbaine en 2050, faire en sorte que ce quartier soit zéro carbone. Donc pour nous, c'est un exercice de prospective aussi, de rupture, parce qu'on a demandé aux équipes, donc 4 équipes pluridisciplinaires d'architectes, bureaux d'études, designers, qui ont travaillé pendant 3 mois sur ce projet-là. Et le challenge qu'on leur a donné, c'est faites-nous un quartier zéro carbone, voir si c'est possible. Zéro carbone, tout usage. Alors je vous rappelle qu'on émet tous à peu près 8 à 10 tonnes de carbone par an. Ces 8 à 10 tonnes de carbone, vous avez un tiers pour la mobilité, un tiers pour l'alimentation, un tiers pour le bâtiment. On a demandé de neutraliser complètement ce carbone, d'abord en arrivant à facteur 4, c'est-à-dire faire tous les efforts pour
pour réduire l'émission de carbone, et ensuite de voir ce qu'on faisait du carbone résiduel sur un quartier comme la Jalère. Donc en fait, l'exercice nous a donné un résultat, on savait que c'était une utopie, mais c'était important de le mettre en œuvre, donné un résultat qui était de dire on ne peut pas, pour arriver à neutraliser le carbone sur le territoire, dépasser 5 à 7 habitants à l'hectare. Donc on se pose la question, ce n'est plus la ville, c'est pas la ville. Par contre, ça renvoie à peut-être un nouveau rapport au territoire, qui pourrait être une réciprocité territoriale entre des zones périurbaines et de l'urbain, des zones périurbaines à carbone positif et de l'urbain à carbone négatif. Comme on a en 2050, monsieur le maire, on peut rêver d'un montant de réciprocité territoriale, peut-être, avec donc des territoires carbone positif qui vendraient leur crédit carbone à la métropole, qui serait carbone négatif, ce qui n'empêcherait pas la métropole d'être très vertueuse, avant tout, bien sûr, de réduire ses émissions, mais de rêver d'un système de gouvernance où la valeur du territoire ne serait pas fonction exclusivement du nombre d'habitants et de la génération du PIB par habitant, mais une valeur carbone, biodiversité et différente. Donc en 2050, on va repenser des valeurs territoriales, repenser une organisation du territoire un peu différente autour de ce problème de neutralité carbone et de partage de la qualité entre chaque territoire. Alors ce que vous avez dit, c'est donc en gros chaque habitant, pour les émissions carbone, ça se répartit en 3 grands tiers qui sont répartis entre l'alimentation d'une part, la mobilité et les bâtiments énergie. La mobilité, on va le voir surtout dans le second débat, c'est là où ça va être le plus compliqué de faire des gains rapides. En revanche, là où c'est le plus simple, c'est l'alimentation avec des circuits courts. Alors l'alimentation, l'avantage, c'est que tout le monde peut faire quelque chose de manière très simple. Il suffit d'acheter déjà en saison et d'acheter en fin de compte en fonction de circuits courts de proximité. Si on raisonne, si on achète en saison et qu'on achète en circuit court, on peut faire baisser de 20% l'impact carbone total, simplement en achetant. Il y a un livre qui dit comment faire tomber un dictateur quand on est seul et sans armes. C'est de faire des petits gestes du quotidien qui permettent de faire un premier pas. On ne va pas tout changer d'un coup, mais il faut faire des pas, pas à pas, on peut faire des choses. Donc ça me paraît important. Ensuite, après, il y a le bâtiment. Le bâtiment. Arrêtez de manger des cerises en hiver. Arrêtez de manger des cerises en hiver, qui viennent du Pérou. Très bon ouvrage. Juste un chiffre qu'on a confirmé tout à l'heure. Si vous prenez un habitant américain, chaque aliment qu'il a dans son assiette fait en moyenne 1800 km. C'est un truc surréaliste. Et on me l'a confirmé tout à l'heure un expert. C'est assez énorme. C'est assez énorme. On peut éviter de manger des asperges du Pérou. On peut aller une fois dans sa vie aller au Pérou, mais on peut éviter d'en manger. Voilà. Je crois que c'est la révolution du petit pas qui me paraît importante, c'est-à-dire c'est de faire de la proximité, parce que dans notre univers de Sapiens, au fur et à mesure qu'on a évolué dans la vie, dans notre vie, en fin de compte, on s'est aperçu qu'on était de moins en moins sensible aux signaux faibles. Notre instinct, en fin de compte, de survie à l'époque, quand on était des Sapiens, on connaissait bien les signaux faibles, on savait les anticiper. Et le fait de réchauffement climatique, de ne pas avoir d'avoir des signaux faibles, en fin de compte, qui n'agissent pas directement sur notre inconscient, ne nous permet pas de prendre les décisions. Donc cette politique de petits pas paraît indispensable. Alors petit pas, on l'a vu sur la partie... Vous avez dit quand même tout à l'heure, c'est la clé d'entrée, le circuit court. C'est la clé d'entrée à la porte. C'est une clé d'entrée parce qu'elle est facile. Et elle est dans la proximité et le geste de tous les jours. Deuxième clé d'entrée, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment et vous prenez un bâtiment bordelais classique, patrimonial on va dire, il va consommer 10 fois plus qu'un bâtiment neuf qu'on va construire dans une nouvelle ZAC. Donc on a un gain énorme aussi à faire. Alors, quelques chiffres, hein, mais très simples. On déconstruit 0,25% du parc, ça veut dire qu'il faut 400 ans pour renouveler tout le parc de bâtiments. Donc, qui a une valeur aussi patrimoniale. Donc il y a un challenge énorme à relever dans le bâtiment. On déconstruit 0,25, on construit 1% de flux par an, donc il y a toute cette partie-là aussi qui est un impact très fort. Oui, juste une réaction sur la rénovation des bâtiments. La métropole s'est engagée à fond dans cette politique. Je crois que je cite de mémoire, nous avons 350 000 logements sur la métropole, dont la plupart sont déjà évidemment anciens. Le problème, c'est que c'est compliqué d'amorcer la pompe. Tous les gouvernements successifs depuis 10 ans ont lancé des plans de rénovation thermique des bâtiments, avec des chiffres très ambitieux, 300 000, 400 000, 500 000 par an, ça ne marche pas. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. La première, la réticence des propriétaires ou des occupants, ça coûte cher, le retour sur investissement paraît lointain, et donc on n'investit pas. Et deuxièmement, parfois le savoir-faire des professionnels, des artisans qui n'ont pas toujours été formés à ce genre de technique. Nous avons pris 2 initiatives à Bordeaux pour être concret. Nous avons mis en ligne une plateforme qui s'appelle marénov.quelque-chose.fr sans doute, pour essayer d'expliquer aux propriétaires occupants ou à l'occupant tout simplement ce qu'il y a à sa disposition, parce que c'est un maquis.
les aides qui existent, les procédures à remplir sont très compliquées. Donc là, on a essayé d'amorcer la pompe. Et deuxièmement, nous sommes en train de créer un tiers financeur, c'est-à-dire une société qui fera l'avance des travaux, qui paiera les travaux à la place de l'occupant, qui se récupérera ensuite sur l'économie, sur la facture d'énergie ou sur la facture d'électricité. Donc j'espère qu'on va pouvoir comme ça arriver à amorcer vraiment la pompe et à engager une vraie politique de rénovation thermique. Sur les constructions neuves, nous respectons évidemment les nouvelles normes qui existent, BEPO, énergie positive, c'est pas toujours très facile. Et là ça tombe sur le deuxième problème qui est le savoir-faire des professionnels. Je prends un exemple, parce qu'on n'est pas parfait à Bordeaux, la cité municipale. On a fait un partenariat public-privé et l'une des exigences dans ce partenariat public-privé, c'était le caractère neutre du bâtiment. Et au bout de 2 ans, on n'y est pas. Les réglages continuent et le constructeur a un peu de mal à tenir les engagements qui étaient prévus dans le cahier des charges. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de marge de progrès à faire dans ces deux directions. Sur l'alimentation de proximité, je l'ai dit tout à l'heure, on développe d'abord les jardins partagés, c'est des petites choses, des tout petits pas. Hein. On en a une trentaine dans Bordeaux, les gens adorent ça, ils font pousser leurs tomates, leurs haricots verts, etc. près de chez eux, ils sont parfois autosuffisants. Et puis on peut se fixer des ambitions plus fortes alors, de développer une vraie agriculture urbaine. On a un projet pas très loin d'ici, sur la plaine de la rive droite, à Bouliac, le maire de Bouliac est là, je crois qu'il y a une possibilité là de travailler sur plusieurs hectares et pas simplement sur des petits jardins partagés. Vous voyez, on est engagé dans cette politique. Et sur l'autre piste qu'avançait Philippe Labro sur le calcul du coût carbone, évidemment 7 habitants à l'hectare, ça ne peut pas être une ambition pour le maire de Bordeaux que vous êtes, de dépeupler la ville. En revanche, d'avoir des échanges avec des communes qui seraient, elles, carbone négatives, est-ce que ça vous paraît jouable ? C'est une idée intéressante. 7 habitants à l'hectare, c'est raser Saint-Michel, Saint-Pierre, quelques autres quartiers de Bordeaux, donc je ne suis pas sûr de m'engager dans cette direction. Dire aux communes de la Gironde profonde qu'on compte sur leur excédent, leur performance en carbone pour compenser les mauvais résultats de Bordeaux, ça se négocie. Ça, il faut voir ce que ça veut dire concrètement. Mais sous une autre forme, je crois profondément à la complémentarité entre les métropoles et les territoires dits ruraux ou périurbains. Cette façon d'opposer les uns et les autres n'a pas de sens. Je constate qu'ici, c'est d'ailleurs aussi le langage que tient le président du conseil départemental. Il faut jouer à fond la complémentarité des espaces en termes de dynamique économique, d'emploi, mais aussi de qualité de vie, bien sûr. Philippe Labro, je sais que pendant la petite vidéo, il y avait le terme d'arrière-pays qui a été mis en avant, et vous n'aimez pas ce mot ? Non, enfin, quand on a fait la vidéo, j'avoue qu'on a eu du mal à trouver un qualificatif. Donc je propose le bassin versant carbone. C'est-à-dire que, comme vous dites, monsieur le maire, ce qui est important dans les territoires, c'est la complémentarité. Donc je pense que Bordeaux pourrait avoir en 2050 un bassin versant carbone qui compléterait en fait compte sa performance carbone pour qu'il arrive jusqu'à la neutralité. Je voudrais quand même rappeler, je crois l'avoir dit tout à l'heure, que sur le territoire de la métropole, la moitié des sols sont des sols qui ne sont pas construits. Ce sont des espaces naturels, sylvicoles, viticoles, agricoles, des marais, etc., des zones humides. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est préserver cela. Hein, donc éviter le mitage urbain, l'émiettement, comment on appelle ça, l'étalement urbain, dont l'agglomération bordelaise a donné le plus mauvais exemple au cours des dernières décennies. Il y a 40 ans, la ville de Bordeaux pesait la moitié de la population de la communauté urbaine de l'époque. Aujourd'hui, on est au tiers de la métropole. Au début du XXe siècle, Bordeaux avait 300 000 habitants avec Odéran. Au début des années 90, on en avait 200 000. Les 100 000, ils étaient partis à Ésine, à Mérignac, à Pessac, etc., ou beaucoup plus loin, à Lormont, bien entendu. Donc nous essayons aujourd'hui, pas de rétro-pédaler, mais c'est pas facile. C'est pas facile, parce que ça va un peu à l'encontre de vos 5 habitants à l'hectare, de redensifier. Si on veut protéger les espaces naturels, le rêve de la petite maison individuelle avec jardin, et puis quand on peut avec piscine, il faut qu'il recule un peu. Donc, et on essaye de densifier la ville-centre, ce qui pose des tas de problèmes, parce que les gens n'aiment pas ça. Pas dans mon jardin, n'est-ce pas, Jamel Clou? Alors, on va demander à Jamel Clou, justement, vous êtes urbaniste, vous êtes architecte, vous êtes aussi prof à l'université d'architecture de Versailles. Donc vous, quand on vous dit pensez la ville de 2050 en termes de méthode, on fait comment? La première chose, je pense qu'il y a une nouvelle personne
un nouvel acteur autour de la table de négociation, c'est le changement climatique. Je pense qu'on a passé des décennies à faire des documents de planification plutôt autour de la question économique, essentiellement économique, ou de développement urbain. Et je pense qu'un nouvel acteur, c'est la nature, la planète, qui devient voilà, un acteur qui a sa place autour de la table. Je pense que la deuxième mutation pour moi, c'est la question des habitants. Je pense que M. le maire l'a... Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui les habitants ou les citoyens sont en demande de jouer un rôle dans la fabrique du territoire dans lequel ils vivent. Et je pense que, y compris là encore, le mot planification mute, il se transforme. Je pense que l'enjeu de travailler sur Bordeaux 2050, c'est aussi l'enjeu de voir de quelle façon on peut construire une vision démocratique, c'est-à-dire de quelle façon on peut aussi comprendre les attentes, les demandes des habitants et de voir de quelle façon on peut les faire émerger. Ça, c'est un deuxième point qui est, me semble-t-il, assez nouveau, je pense, dans les documents de planification. Troisième élément, moi je suis plutôt pour apporter des réponses intégrées. Vous avez parlé des 3 tiers, hein, circularité, mobilité et puis le bâtiment. Personnellement, en tant qu'architecte, ça ne m'intéresse pas de parler de circularité toute seule, de façon isolée, ou de parler de la construction de façon isolée. Je pense qu'il faut, et vous avez utilisé le mot, monsieur le maire, tout à l'heure, de scénario, je pense qu'il faut travailler à partir de scénarios un peu radicaux, un peu contrastés, un peu puissants, et qui construisent des alliances entre ces 3 questions. Entre la question de la circularité, la question des mobilités, et je pense que la question des mobilités, pour moi, c'est la plus compliquée, parce qu'aujourd'hui, on peut, je sais pas, par exemple à Paris, on est en train de construire le Grand Paris Express. Donc aujourd'hui, dans les délais, on reculé jusqu'à 2030. Donc 2030, c'est dans un peu plus de 10 ans, 12 ans. À côté de ça, on lit tous des journaux qui nous parlent de voitures autonomes. Donc à des moments, on peut se demander si l'infrastructure lourde qu'on est en train de construire, est-ce qu'elle n'est pas déjà obsolète en 2030, alors même qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se construire. Donc je trouve que sur la question de la mobilité, par exemple, voilà, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses qui sont présentes. Et donc évidemment, il faut apporter une réponse d'ici 1 an, vous l'avez dit. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, notre monde, parce qu'il est en mutation accélérée, il aurait presque besoin d'un sorte de débat permanent. Que ce type de réunion, ce type de réflexion soit permanente, et que le projet ou la vision trouve sa place dans une sorte de débat permanent entre l'ensemble des parties prenantes. Autre élément pour moi qui fait débat, qui est aussi une question, on parle beaucoup aujourd'hui de smart cities. Donc moi ça me gêne beaucoup, par exemple ce terme de smart cities, à la limite je préfère le smart urbanisme, l'urbanisme intelligent. Et un urbanisme intelligent, c'est quoi? C'est c'est cet urbanisme qui va aller chercher des bons outils, notamment numériques, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux outils numériques qui nous permettent de radicalement changer la donne. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, là encore, si on parle de Bordeaux 2050, c'est un peu comment on réinvente un nouvel urbanisme capable d'entendre, d'abord de négocier avec le nouvel acteur qui est autour de la table, qui est le changement climatique, et capable d'entendre un peu les attentes, les désirs, les demandes des populations. Ensuite, on parle de circularité. Oui, on a parlé, alors ce matin, par exemple, il y a une étude qui vient de paraître, qui a été éditée par l'APUR, donc l'Atelier parisien d'urbanisme, qui parle notamment d'agriculture urbaine. Ils ont fait une étude assez sérieuse de l'agriculture de 1730 jusqu'à aujourd'hui, en Île-de-France. Et l'étude, enfin, je n'ai pas tout lu, mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est tous les fruits et légumes consommés par les Parisiens à la fin du 19e siècle étaient produits en Île-de-France. Donc, il n'y a pas si longtemps, hein, un siècle. Donc on se dit que cette circularité, oui, c'est probablement la chose la plus facile à aborder. Probablement qu'elle pose une question d'échelle. On sait tous qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas l'autonomie alimentaire. On ne pourrait pas avoir l'autonomie alimentaire dans le périmètre métropolitain de Bordeaux. Donc probablement qu'il faut trouver des alliances, des négociations avec des territoires. Donc ça pose aussi la question des limites. Aujourd'hui, cette question de limite, elle est probablement obsolète, qu'il faut trouver d'autres formes de construction, de vision territoriale, et qu'il y a probablement plusieurs échelles
nous permettant de poser la question un peu de l'avenir d'un territoire. Et puis moi, je reviendrai un peu sur cette idée de projet d'alliance ou de vision d'alliance. Je pense que quand on parle de circularité ou de circuit court, je pense qu'on doit aussi parler de comment remettre l'économie dans les quartiers. Je pense qu'à un moment donné, moi qui travaille beaucoup en Belgique ou aux Pays-Bas, ils travaillent beaucoup sur ce qu'ils appellent les quartiers productifs ou la métropole productive. Et aujourd'hui, c'est en train, par exemple, à Bruxelles, d'être inscrit dans tous les documents d'urbanisme, parce que aussi Bruxelles a un passé industriel, parce qu'il y a beaucoup de friches dans la ville, où ils essaient de retrouver une économie branchée sur le logement, où la question justement des déplacements domicile-travail peuvent être réduits. Alors aujourd'hui, il y a la robotique, enfin toutes les nouvelles technologies nous permettent de penser que la production, c'est pas des usines polluantes, peut retrouver place au cœur de la ville. Donc je pense que ça aussi, c'est un vrai enjeu quand on parle de circuit court ou de la question des mobilités. Et quand on travaille sur des projets qui articulent ces quartiers productifs, cette économie circulaire, des nouvelles façons de bouger ou des nouvelles modalités de mobilité, on peut trouver on peut construire des projets intégrés qui articulent ou qui font des alliances entre ces trois dimensions. Et moi, j'aurais tendance plutôt à dire que, parce que je pense qu'on n'a pas d'assurance, enfin, personne ici, je pense, dans cette salle n'est capable de dire ce que sera la ville en 2050, et personne ne va s'y aventurer, mais par contre, construire des projets pilotes qui sont démonstratifs un peu de ce chemin, parce que je pense que la difficulté, c'est que, oui, 195 pays ont signé la COP21, ils ont signé des objectifs, donc tout le monde connaît l'objectif, mais je n'ai pas encore l'impression qu'on connaisse le chemin. Qu'on connaisse le chemin. Donc pour moi, l'enjeu, c'est plus les objectifs, parce qu'on les connaît, mais comment on est en capacité de construire tous ensemble le chemin. Alors c'est peut-être des petits pas, mais je pense que c'est aussi des grands pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut que probablement le politique prenne des décisions un peu radicales, parce que l'autre fois, j'ai entendu que si on ne faisait rien, les objectifs de la COP21 n'arriveraient qu'en 2200, si on ne bougeait pas trop. Donc, vous savez ce qui se passe si on ne fait rien en 2200? Oui, on ne sera peut-être plus là. Non, on n'est plus là. Oui. On est sous l'eau. Bordeaux est submergé. Montée des eaux à 1 mètre. Exact. Voilà, donc il faut agir avant. Oui, donc c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas que des petits pas, des moments, probablement qu'il faut des injonctions assez fortes, assez radicale. Et je pense que l'enjeu aussi de cette réflexion collective, c'est de dégager un peu le chemin des mutations. De quelle façon, ensemble, on peut trouver des mutations nous permettant d'accéder ou d'arriver, ou de répondre, en tout cas, aux enjeux, notamment climatiques, pour le développement de nos villes. Merci beaucoup. Jacques Mongon, je veux que ça vous ait réagir. Oui, enfin... En écoutant Jamel Clou, je me faisais la remarque, et c'est finalement très positif pour l'avenir, que ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui était autrefois présenté il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme des sortes de freins à l'action publique qu'il fallait dépasser, comme la multitude, la nature, les déchets, sont en fait les ressources de demain. Et ça, c'est extrêmement positif. Les déchets, c'est une évidence. Hein. On va faire de l'énergie avec des déchets, etc. Bon, je ne m'étends pas sur les autres aspects. La multitude, c'est en fait la numérisation porte la multitude, et cette multitude devient l'être pensant aujourd'hui. C'est peut-être moins les politiques que nous sommes encore, ou les urbanistes, ou les penseurs, que cette multitude qui fonctionne un peu à la manière d'un monde brownien, où les interactions entre les uns et les autres créent de l'intelligence collective. Et ça, c'est très difficile à appréhender, c'est très compliqué à mettre en œuvre, et pourtant, on sent bien que le pouvoir, la puissance, l'inventivité sont là, sont au cœur de ça. Et puis après, deuxièmement, je pense que Jamel Clouche le disait, Alain Juppé aussi tout à l'heure, je pense qu'on doit nécessairement penser le développement de la métropole en dehors des schémas du passé. Il faut penser ça globalement avec les territoires qui sont à côté, peut-être dans une relation un peu moins, pardonnez-moi le terme, mais simpliste que le carbone, zéro carbone, beaucoup de carbone pourrait le laisser penser, mais en tout cas en s'inspirant de ça, pour trouver des solutions qui aussi stabilisent les populations. Parce qu'aujourd'hui,
une métropole quelle qu'elle soit ne peut pas être éternellement un aspirateur à énergie, à population, qui d'une certaine manière spolie son environnement. Donc il faut vraiment, même si ce n'est pas l'intention, et bien sûr on fait tout pour ne pas le faire, mais il faut qu'on arrive à trouver de nouvelles alliances. Il faut qu'on arrive aussi, moi j'aime bien ce terme-là aussi, de parler de métropole inversée pour les parties périphériques de la métropole qui doivent être aussi moteur au développement de demain. Et tout ça sont des éléments qui sont très, très encourageants, me semble-t-il, et qui me rapprochent de ce que disait Jamel Glouch tout à l'heure. Puisque vous parliez des déchets, et on sait que le rôle culturel est très fort, ça varie beaucoup d'une ville à l'autre. En arrivant en train, on a croisé Eric Braque de la Perrière qui a monté une appli qui s'appelle YoYo de recyclage, et apparemment il nous disait que Bordeaux est de très loin la première ville de France à recycler ses déchets, donc de ce point de vue-là, bravo. C'est lui qui le dit, il dit que ça cartonne. 6000 points. Alain Juppé, juste un mot de réaction à ce qu'a dit Jamel Glouch. Je sais très bien quand on va dans un meeting, si on veut se faire applaudir, il suffit de dire qu'on va enlever toutes les normes. Là, il vous dit plutôt le contraire. Il vous dit qu'il faut des injonctions encore plus fortes du politique pour aller vers le zéro carbone. C'est jouable, ça ? Faire une réponse très bordelaise, moitié-moitié, quoi. Bien sûr qu'il faut des normes et que sans normes, les choses ne bougent pas, mais on est aussi complètement paralysé aujourd'hui par des normes tout à fait excessives. Je vais prendre un petit exemple qui me tient à cœur en ce moment. On fait une nouvelle ligne de tramway qui doit arriver dans de la jolie commune de notre métropole. Pour raccorder cette ligne de tramway à la ligne existante au Quinconce, il faut abattre 4 arbres. Je me suis beaucoup battu. Au départ, on m'avait dit 25, 30, etc. Donc, il n'y a pas question, 4 arbres. Pour abattre 4 arbres, il faut entre 6 mois et 8 mois de procédure. Il faut constituer une commission de protection du patrimoine, il faut modifier le règlement du secteur sauvegardé, etc., etc. Bon, je vous fais l'économie de toutes les procédures, il faut entre 6 et 8 mois. C'est de l'argent, c'est du temps perdu, c'est peut-être du carbone dégagé alors qu'on aurait pu l'économiser si la ligne était mise. Donc voilà, les normes, pourquoi pas, mais aujourd'hui quand même on étouffe un peu. Merci beaucoup à tous les deux. On est malheureusement pris par le temps. Je vais vous demander de remercier très chaleureusement nos deux intervenants. J'ai demandé à Étienne Tricot et Bernard Julien de me rejoindre pour qu'on parle mobilité à l'horizon 2050. Bonsoir messieurs. Et comme pour le premier débat, on va lancer ce débat avec une petite vidéo qui date de 2010 et qui nous plonge dans Bordeaux 2046, donc on est quasiment à l'objectif. Aujourd'hui, en ce 8 mai 2046, nous fêtons les 30 ans de la mise en place du plan Million du territoire de l'agglomération bordelaise. Il aura fallu de nombreuses années et d'importants investissements pour amener l'agglomération de Bordeaux là où elle est aujourd'hui. Une des étapes fondatrices fut l'édition 2010 de la Biennale Agora, au cours de laquelle des visions d'avenir du territoire de l'agglomération furent présentées au grand public. À cette époque, on prévoyait une augmentation du nombre d'habitants de 730 000 à 1 million en 20 ans. Cette augmentation était prévue dans les limites du territoire déjà urbanisé afin de conserver la moitié de la surface de la Cube en espace naturel. Mais pour atteindre cet objectif et devenir une métropole millionnaire de qualité, il était nécessaire de résoudre certains grands problèmes. L'éloignement des emplois et leurs difficultés d'accès, l'isolement géographique du campus, la dégradation des locaux et la sous-occupation du site, l'éloignement des grandes implantations commerciales, la difficulté d'accès à la rive droite par un seul passage du tramway, et, du fait de ce grand éloignement, des embouteillages légendaires sur la rocade. En 2010, la communauté urbaine de Bordeaux avait déjà commencé à mettre en place un réseau de transport en commun, avec d'abord des trams, complétés ensuite par de nouvelles lignes d'autobus, les lianes, puis par des extensions de lignes. Mais ce réseau, organisé en étoile à partir du centre, n'était pas suffisant pour assurer la mobilité des habitants d'une métropole millionnaire. En effet, les réseaux des grandes villes millionnaires sont la plupart du temps maillés pour assurer des liaisons multiples. En 2016, fut donc mis en place le plan Million, afin de régler dans les plus brefs délais tous ces problèmes. La priorité numéro 1 de ce plan était la mobilité.
La première mesure du plan Million fut la mise en place d'une boucle du tram-train de la gare de Ravzy à la gare Saint-Jean, offrant pour la première fois une liaison circulaire très rapide permettant de se déplacer dans l'agglomération sans passer par le centre. Rive gauche sur les voies ferrées existantes, cette boucle fut prolongée rive droite en passant par les deux nouveaux ponts Bacalan et Jean-Jacques Bosc. Après le succès du tram-train et persuadé de la nécessité de ce type de liaison circulaire, la Cube installa une deuxième boucle de transport en commun sur les boulevards. Cependant, malgré ces améliorations indiscutables de la mobilité sur le territoire central de l'agglomération, il était nécessaire de s'attaquer à la desserte de la ceinture d'emploi. C'est alors qu'émergea la grande idée du Rock Express, qui nous paraît si naturel aujourd'hui. À l'époque, il semblait futuriste d'imaginer un mode de transport ultra rapide, construit en viaduc sur la rocade routière. Rock Express permit de compléter le maillage de l'agglomération et de changer les habitudes de transport des habitants qui délaissèrent les voitures pour se précipiter dans ces sortes de TGV urbains. On pouvait enfin bouger dans l'agglomération rapidement, facilement, en divisant le temps de trajet par deux. Les points de croisement de ce maillage devinrent alors des lieux stratégiques, non seulement du transport, mais aussi de la vie quotidienne. Cette transformation se fit naturellement, car ces lieux d'échange étaient les endroits où passaient quotidiennement tous les habitants. Et c'est donc là que s'installèrent les services et les commerces dont ils avaient besoin. V-Cube, voitures à la demande, commerce de bouche, centres de soins, piscines, halles de transport vinrent progressivement s'agglomérer sur ces nouveaux centres de vie. Les vieux centres commerciaux des années 2010, les usines désaffectées, furent aménagés en loft pour le plus grand confort des habitants. C'est de cette époque que date le développement de lieux emblématiques de la métropole, où aiment se retrouver les habitants. Le pôle d'échange de l'hippodrome, entre le tram et le tram-train, autour de sa promenade sportive. Le quartier autour de la gare Ravzy, avec ses terrasses publiques et sa vue sur le lac. L'université, qui, auparavant triste exemple des universités hors de la ville de la fin du XXe siècle, devint le symbole des universités à la française, associant dans une nature recomposée étudiants, chercheurs et entreprises. C'est de ces années-là que date aussi le pôle aéroparc, tel qu'on le voit aujourd'hui, avec son tram, son monorail, son silo à voiture en libre service, ses lofts industriels et ses restaurants branchés. Il faut s'imaginer que l'avenue qui le dessert était encore en 2020 une sorte d'égout à voiture, bruyante et polluante, qui roulait à l'époque en brûlant du pétrole. Rock Express permit aussi enfin d'irriguer la partie de la rive droite au-delà des coteaux et d'atteindre le pôle Floirac-Dravemont en quelques minutes depuis Saint-Jean. Ce nouveau maillage changea donc totalement la relation entre les deux rives de la Garonne. Bordeaux se réorganisa autour de son fleuve pour en faire une sorte de grand bassin central de l'agglomération. Au nord, le quartier des Bassins à flot fut aménagé entre 2010 et 2025, avec la grande salle de musique dans l'ancienne base sous-marine, qui mit 10 ans à asseoir la réputation européenne qu'on lui connaît aujourd'hui. Grâce au pont Bacalan, ce quartier put se prolonger de l'autre côté de la Garonne par une tête de pont emblématique de la Renaissance de la rive droite, ménageant des vues vers le sud qui firent découvrir aux habitants la splendide silhouette de la ville historique. Au sud, la transformation de la gare Saint-Jean pour la mise en place de 3 lignes de TGV vers Paris, Toulouse et Bilbao sonna en 2015 le démarrage du centre d'affaires Euratlantique dont on ne se doutait pas encore qu'il deviendrait la plaque tournante du négoce agroalimentaire mondial. Pour compléter ce dispositif, l'agglomération fit un véritable pari, celui d'habiter les berges de la Garonne par nos fameuses estacades. Les premiers preneurs de ces habitations, restaurants, ateliers constitués ainsi au bord de l'eau, eurent du flair, car les prix de ces surfaces prestigieuses s'enflammèrent. Leur valeur grimpa encore lorsque, pour améliorer les relations entre les deux rives, furent mis en service les amphibus, dont le succès ne s'est jamais démenti. D'autant plus que leurs débuts coïncidèrent avec le lancement de la Bordeaux Carte, passe unique de la mobilité pour le train, le tram, Rock Express, les bus, les V-Cube et les voitures en libre service. On parle aujourd'hui de permettre son utilisation pour l'achat de produits locaux et de billets de spectacle. Que ce soit au niveau des mobilités, des équipements ou services les accompagnant, le plan Million de 2016 a considérablement modifié et amélioré la vie quotidienne des habitants du territoire bordelais. On n'imagine pas aujourd'hui à quel point certaines décisions prises il y a 30 ans ont permis l'épanouissement de nos concitoyens. Retour en studio.
Pour plus d'informations sur l'évolution des temps de la mobilité de 2010 à nos jours, veuillez consulter notre application Flash, disponible dans la pièce d'à côté ou chez vous sur le site www.bordeauxplanmillion.fr. J'espère que ça ravit tout le monde sur votre ville d'ici une petite trentaine d'années. Je voyais un début d'applaudissement, mais qui n'était pas encore... Alain Juppé, ça vous va comme ville en 2046 ou... On a encore 28 ans devant nous. Oui. Donc c'est assez rassurant. Si je voulais être tout à fait optimiste, les bassins à flot, c'est fait aux 3/4. Hein, les ponts, il y en a 1 sur 2, bientôt 2 sur 2. La gare Saint-Jean, il y a une ligne TGV sur 3. Voilà. Les bas de cube, ils existent sur la Garonne. Euratlantique est en plein développement. Donc voilà, on n'a pas... Et le Rock Express? On n'a pas chômé. Il y a un bus à haut niveau de service qui va faire le tour de l'agglomération, notamment desservir l'aéroport, où il y a 40 000 emplois aujourd'hui et 10 000 emplois en perspective. Alain Ziani y tient tout particulièrement. Voilà, donc on a fait une partie du chemin. Sur la billettique, voilà, je ne dirais pas ce que j'ai envie de dire. Oui. Nous sommes adressés à une très très grande entreprise française qui est un des leaders mondiaux de l'électronique et qui n'est pas foutu de faire fonctionner un système de billettique encore. Je ne dirais pas de quelle entreprise il s'agit. Mais on va peut-être y arriver dans quelques mois. Étienne Tricot, vous travaillez à l'AREP, l'agence qui a déjà beaucoup travaillé sur la gare Saint-Jean, mais qui a notamment fait cette petite vidéo en 2010, donc vous partagez la vie du maire, là, tout est quasiment fait. La gare, oui, bien sûr, ça c'est vrai. Allez-y. Non, j'avais pas revu cette vidéo en fait depuis quelques années. Et je trouve qu'en fait, effectivement, elle dit un certain nombre de choses assez structurantes, assez fondamentales sur la mobilité, il me semble. J'aimerais bien partager avec vous. Bon, elle dit qu'un vrai système de mobilité dans une métropole de demain, c'est d'abord un réseau maillé. On voit apparaître pas simplement l'étoile, mais des rocades dont une partie est effectivement faite. Pour tout ce qui est transport en nombre et rapide à l'intérieur de la métropole. Elle parle aussi de la complémentarité de toutes les mobilités, toutes ces mobilités qui émergent aujourd'hui. Vous voyez des patinettes électriques et des Segway, et non seulement alors les mobilités en termes de nouveaux engins, de nouveaux véhicules, mais toutes les formes d'accès à la mobilité qui évoluent considérablement avec l'autopartage, avec les locations de vélos. Moutons ou papillons, j'ai découvert récemment d'ailleurs qu'on les appelait comme ça. Donc les moutons, c'est ceux qui ont des bornes, et les papillons, c'est ceux que vous trouvez répartis sur les trottoirs et qui ont juste une puce, et que, voilà, couchés sur les trottoirs, exactement. Voilà. Ou qu'on ne trouve plus, mais bon, voilà. Bref, ça crée des modes d'accès à la mobilité qui complètent le dispositif de manière très efficace. Et puis surtout, ce film, il dit une chose au-delà du système de mobilité qui me paraît essentiel, c'est que pour projeter un système de mobilité dans la métropole du futur, on ne peut pas le dissocier de la question de la forme urbaine. La forme urbaine, M. le maire le rappelait tout à l'heure, au XXe siècle, elle s'est faite grâce ou à cause, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que c'était pour le meilleur et pour le pire, de la mobilité. De la première révolution de la mobilité, qui est celle du milieu du XIXe siècle, où toutes les mobilités mécanisées rentrent dans la ville après des millénaires où on marchait à pied ou à cheval, cette mobilité mécanisée va d'abord se glisser dans les vieux habits de la ville historique, et puis progressivement on va créer sa propre forme urbaine. Et c'est cette forme de la fin du XXe siècle que l'on connaît tous, de la ville zonée. J'habite à un endroit différent de l'endroit où je travaille, qui est différent de l'endroit où je me cultive, qui est différent de l'endroit où je consomme, et cette ville zonée qui est séparée d'ailleurs comme un archipel par des grandes infrastructures paradoxales, puisque c'est censé être par des infrastructures pour relier un point A à un point B, et qui dans l'autre sens coupent et hachent le territoire de manière très, très discontinue. Et donc cette ville de la fin du XXe siècle, elle est complètement... elle fait corps avec la forme de mobilité
qu'on a développé à la fin du XXe siècle. Et tout l'enjeu qui est devant nous, tout le challenge qui est devant nous, c'est comment la deuxième révolution de la mobilité qu'on est en train de vivre, avec toutes ces formes d'accès à la mobilité extrêmement variées qui existent aujourd'hui, va s'accompagner d'une nouvelle forme urbaine. Parce que si on glisse cette nouvelle forme de mobilité dans la ville telle qu'elle est aujourd'hui, on a tout faux. On aura les mêmes problèmes de congestion. Et c'est pas parce qu'on remplace, comme je le disais avec humour, que j'entendais en conférence il y a quelques jours, toutes les voitures avec un conducteur, par des voitures avec un semi-conducteur, qu'on va, donc la voiture autonome, vous m'avez compris, qu'on va du jour au lendemain résoudre les problèmes de congestion, parce que les gens prendront la même voiture pour aller du même endroit au même endroit. En revanche, si on pense la forme urbaine différemment, et notamment sous une forme qui émerge de plus en plus, et pas simplement en France, qui est cette manière de constituer dans la ville, dans l'agglomération, dans la métropole, qui désormais est multipolaire, des lieux d'intensité urbaine. Je veux dire par là des lieux de mixité, mixité sociale, mixité d'activité, des lieux de densité, autour des hubs de mobilité, donc de ces lieux de croisement de toutes les trajectoires de la ville. À ce moment-là, on peut imaginer d'avoir une ville où la mobilité fonctionne bien, puisqu'on privilégie de manière naturelle la mobilité d'abord par ces transports en commun bas carbone, et en même temps qu'on fait du bien à la planète, on améliore les conditions de vie tout simplement, puisqu'on est dans des situations où se déplacer ne devient plus un obstacle, ne devient plus une galère, mais devient quelque chose que l'on peut de nouveau apprécier. Et je pense qu'il y a aussi ce sujet qui est un peu sous-jacent là, dans cette vidéo, c'est retrouver le plaisir de la mobilité. Je pense qu'on rentre dans une situation, les milléniums le vivent bien, donc les jeunes générations, où se déplacer n'est plus... Ils n'acceptent plus que se déplacer soit une contrainte, c'est-à-dire un moment où on vit en apnée entre deux activités de la ville, où on respire, qui s'appelle effectivement habiter, ou travailler, ou consommer, ou se cultiver, ou se distraire, mais que le moment même où on se déplace soit un moment de vie à part entière, quoi. Et donc ça, c'est aussi le sujet de la mobilité de demain. Comment réenchanter cette mobilité pour qu'on continue à vivre en mouvement et que finalement se déplacer devienne un mode de vie. Donc réenchanter et changer la forme urbaine. Bernard Julien, donc vous êtes maître de conf à l'université de Bordeaux ici. Vous avez aussi un cabinet qui conseille les industries et les services autour de l'automobile. Si on prenait les trois verbes qui sont derrière, vous trouvez que votre voisin, en ce qui concerne rêver et penser, il n'y a pas de souci, comme dans la vidéo, que tout ça tient très bien en termes de construction intellectuelle, mais que concrètement, en 2050, il y aura quand même toujours beaucoup de voitures, en espérant qu'elles soient toutes vertes. Non, enfin, moi, ma réflexion, c'est plutôt cela consisterait plutôt à me demander quel exercice aurions-nous fait il y a 32 ans et quel eût été le gap entre ce qu'on aurait rêvé quand je suis arrivé à Bordeaux il y a une trentaine d'années et ce qui pourrait se passer. Alors effectivement, il n'y avait pas ça. Simplement, les changements radicaux qu'on peut imaginer, comme disait Jacques Mangon tout à l'heure, il me semble qu'on ne peut pas les obtenir simplement parce que l'outil merveilleux est arrivé, quoi. Il y a là une espèce de, comme disent certains, une espèce de solutionnisme technologique qui consisterait à penser que parce que on a l'outil numérique, on va être capable de faire évoluer dans le sens souhaité l'ensemble des dispositifs et l'ensemble des préférences qui font aujourd'hui que, comme vous le disiez, monsieur le maire, les gens, on a beau leur dire qu'ils seraient bien dans une ville compacte, ils adorent s'étaler. Ils adorent aller habiter à Libourne ou au-delà, etc. Toutes choses qui font que si on se contente de tirer le fil en espérant que parce qu'on va investir lourdement en infrastructure, parce qu'on va mettre des apps dans tous les sens, eh bien on aura des gens qui trouveront merveilleux de partager leur véhicule, de faire du covoiturage, etc. On sait bien, parce qu'on s'y essaye depuis quand même un certain nombre d'années, que ça ne suffit pas. Et il faut trouver cette espèce de combinaison entre la contrainte et ce qui va permettre de rêver à ces choses-là pour que ça ait une chance de passer. Il me semble que ce qu'on observe quand même, surtout quand on est spécialiste de l'automobile, c'est l'extraordinaire résilience, l'extraordinaire résistance
des systèmes de mobilité à tout ce que les intellectuels, les urbanistes, les fonctionnaires du ministère des Transports espèrent obtenir des gens, quoi, d'une certaine manière. Hein, donc il me semble qu'il y a une espèce de tension dans notre conversation de ce soir entre la volonté de faire quelque chose de très démocratique et la volonté de dire d'avance ce qui est souhaitable pour la population qui doit absolument cesser d'aimer être dans son véhicule, d'aimer habiter un peu plus loin, et puis parfois il y est contraint. Donc moi ça me conduit à dire deux choses. Ça me conduit à dire, finalement, si malgré tous les efforts déployés, avec un certain succès par vous-même et par d'autres, on arrive à des transferts modaux qui sont certes significatifs, mais qui ne permettent pas de lever la question des encombrements, c'est en partie parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas bien pensées. Alors il y a une chose qu'on n'a pas bien pensée sans doute, c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la relation entre l'agglomération et l'arrière-pays. Parce que cette relation-là, c'est quand même ce qui génère une partie des coûts de mobilité, une partie des encombrements que vous subissez encore, hein, et puis une espèce de part modale de l'automobile qui reste extraordinairement importante et contre laquelle on a toutes les peines du monde à se battre. Alors il y a effectivement un espoir du côté du covoiturage, de l'autopartage, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui s'intercale entre le transport individuel et le transport collectif, mais on sait très bien, pour s'être essayé à convaincre les gens de covoiturer, etc., bah, que les apps ne suffisent pas, que le fait que vous ayez un magnifique site internet, etc., ça ne suffit pas à générer l'évolution des comportements, et il me semble qu'il y a peu de chances qu'en tirant les fils simplement en se disant l'outil numérique va permettre tout cela, ou bien un certain nombre de grosses infrastructures vont permettre de le faire, on obtienne beaucoup mieux que ce qu'on a obtenu dans les 25 dernières années en faisant cet effort considérable pour faire évoluer les mobilités. On ne peut pas, me semble-t-il, continuer de développer le paradigme rationaliste en faisant l'impasse sur la question démocratique et la question de la nature des préférences des individus, quoi. Alors si on avait fait l'exercice en 1986, à l'époque on s'était dit qu'en 2018 il n'y aurait plus d'embouteillage grâce aux voitures volantes qui nous auraient permis évidemment de nous déplacer très facilement. Monsieur le maire, vous entendez ce son de cloche? Oui, je l'entends et je le comprends parfaitement. On ne peut pas imposer aux gens de changer des habitudes auxquelles ils sont attachés. On peut les y aider, on peut les accompagner. Vous dites qu'il y a une extraordinaire résilience à la modification des parts modales, c'est vrai, mais il y a des évolutions. La part modale de la voiture dans Bordeaux, alors je parle là plutôt de Bordeaux-Ville que de Bordeaux Métropole, est passée de 59 à 49%. C'est une évolution extrêmement importante. Et la part du vélo, toujours dans le centre-ville, a explosé. On arrive aujourd'hui pratiquement à 15% de part modale. Ce qui m'a le plus frappé d'ailleurs dans les dernières enquêtes de déplacement, c'est que le mode de déplacement qui a le plus progressé, c'est la marche à pied. C'est la marche à pied qui est passée à 39%, si je me souviens bien. Donc voilà, il y a quand même des habitudes et des comportements qui se modifient. Cela dit, moi, je n'ai pas déclaré la guerre à la voiture individuelle. D'abord, il y a des cas où elle était remplaçable. Et puis, par ailleurs, c'est un élément de liberté. Il faut déclarer la guerre aux mauvaises voitures, aux voitures polluantes, bien sûr. Il faut aller vers des voitures qui respectent toutes les exigences de l'environnement que nous avons évoquées tout à l'heure. Alors, avec un débat qui n'en finit pas, parce que les voitures électriques, oui, mais d'où vient l'électricité? Donc, voilà, on peut toujours reporter le débat un peu plus loin. Mais voilà, quant à la voiture autonome, vous avez raison de le dire, je crois que c'est vous qui l'avez dit, c'est pas forcément un gage de fluidification de la circulation. Encore que, je me souviens d'un de mes amis qui m'a dit il y a 20 ans, quand on a lancé le tramway à Bordeaux, mais tu fais une bêtise, hein, dans 20 ans il n'y aura plus de tramway, il n'y aura que des petits véhicules autonomes individuels, on montera dedans, et puis voilà, c'est peut-être dans 40 ans, on verra. Non, mais tout le XXe siècle a été construit autour de la voiture. On a tout fait pour la voiture. C'est un symbole incroyable de liberté. La ville a été transformée pour la voiture. Le XXIe siècle, ne sera pas la voiture. Ce qui est très intéressant sur la voiture autonome, c'est que tous les chiffres circulent. C'est-à-dire, on n'aura plus de voiture. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle m'aura déposé à mon bureau, elle continuera, elle ne va pas rester, se garer pour me reprendre le soir à 18h. Vous avez des chiffres sur ce que la baisse de vente ou pas? Ceux qui ont des chiffres les inventent, puisque a priori il n'y a pas de marché, donc ça paraît un petit peu... Non mais on essaye, c'est par rapport à l'usage, c'est par rapport à l'usage.
Non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios d'évolution. Enfin, je pense que Anne-Marie Hydra, qui est en charge de ce dossier, a bien réussi maintenant à cerner le problème en disant qu'il faut distinguer très clairement les cas d'usage, quoi. Et effectivement, comme on le disait, si jamais il s'agit de pouvoir s'asseoir sur la banquette arrière de son véhicule pour taper sur son ordinateur, on va avoir un contre-transfert modal. C'est-à-dire que les gens qui utilisaient d'autres moyens de transport, ben, ils vont pouvoir tellement faire autre chose dans leur véhicule que ce ne sera plus un problème de nos embouteillages. Donc ça, collectivement, ça risque de ne rien résoudre. Là où ce serait éventuellement souhaitable, c'est si on avait effectivement des véhicules qui soient partagés et qui vous déposent et s'en aillent. Mais dans ces cas-là, tout le problème est de savoir qui finance. Je suppose que ce n'est pas les mairies de l'agglo qui vont financer, et l'opérateur qui voudrait bien mettre des sous dans cette affaire-là, bah, il devrait être certain d'un retour sur investissement qui pour l'instant n'est pas avéré du tout, quoi. Donc moi je ne vois pas comment est-ce qu'on va résoudre l'équation en l'état actuel des choses. Alors on nous parle d'Uber, mais que je sache, Uber non seulement n'a pas de chauffeur à pointer, mais Uber n'a pas non plus de parc automobile, et donc la nature même du business changerait complètement de nature si jamais il devait demain être à la tête d'un parc très coûteux de véhicules qui certes remplaceraient leurs chauffeurs, mais les feraient rentrer dans un tout autre système. Pour l'instant, ils perdent de l'argent et que leur capacité à lever des fonds n'est probablement pas infinie. Puisqu'il faut rêver, je vais quand même rêver un instant. Rêvons d'un temps où ben voilà, la métropole de Bordeaux n'investirait plus des centaines de millions dans la construction de lignes de tramway nouvelles, mais mettrait à la disposition des habitants une flotte de véhicules autonomes qu'ils pourraient prendre et laisser, ce qui serait une formidable façon de régler un petit problème auquel je suis actuellement confronté, qui est celui du stationnement, et notamment du stationnement payant. Voilà, peut-être on peut un peu rêver, il y a peut-être une perspective dans ce domaine. Je rebondis sur ce que vous disiez, sur ce qui s'est passé au XXe siècle. Ça me sidère quand je vois ça, parce que je n'ai pas connu cette période, mais Bordeaux avait un réseau de tramway extraordinairement développé. Entre les deux guerres, je crois que ça a commencé à ce moment-là, on allait jusqu'à Pessac, on allait plus loin, un tramway électrique. On a tout enlevé dans les années 60 pour laisser passer les bagnoles. Même chose à Paris. Et donc on est en train de réinventer, dans un cycle d'éternel retour, un système différent. Tout à l'heure, je posais la question, juste intéressant, sur les changements de mentalité entre la génération des millénials et ceux de 50 ans par rapport... Il ne passe plus le permis. Ouais, il passe plus le permis. Alors on nous dit toujours, oui, mais parce que tu habites Paris, ouais, enfin je trouve que c'est une mentalité qui... c'est plus le cœur de leur liberté. Ils ne regardent plus la télé. Ils ne regardent plus la télé. Ça, c'est plutôt mieux. Mais c'est là où cette époque, je ne vais pas aller plus loin, elle est incroyable. Bon, je ne vais pas vous parler de mon métier qui a été disrupté, le deuxième métier disrupté après la disque, c'est la presse. Quand l'information est devenue gratuite, c'est quand même difficile de savoir faire des journaux, mais on essaye. Mais même un outil incroyable comme Canal+ est arrivé par un ouragan qui s'appelle Netflix, qui est en train de distribuer intégralement le marché de la télé, et là il a fait le cinéma. Il a fait un truc, juste reçu une anecdote comme ça, au Super Bowl. Ils ont passé juste la bande-annonce d'un film qui leur avait coûté je ne sais pas combien, et il y avait juste à la fin, disponible maintenant sur Netflix. Personne ne connaissait la sortie de ce film avec des très grands acteurs. Alors qu'avant, les bandes-annonces, les machins, les producteurs, c'est direct. Il faut inventer le Netflix de la mobilité, en somme. Monsieur Mango. Oui, non, simplement, moi, je suis aussi frappé de voir que l'un des éléments qui sont à l'œuvre un peu dans tous les domaines, c'est un peu l'effacement des frontières. L'effacement des frontières entre public et privé, entre collectif et individuel. Et je me demande si en matière de mobilité, il ne faut pas qu'on aille explorer, enfin, c'est une conviction personnelle, mais je pense qu'elle peut avoir son intérêt, s'il ne faut pas qu'on aille explorer des échelles intermédiaires. Ça a été dit tout à l'heure un peu par Bernard Julien, mais est-ce que l'échelle intermédiaire du taxi collectif rémunéré d'une certaine manière n'est pas une échelle intéressante dans le sens où elle est un intermédiaire à peu près réaliste, sous réserve qu'on arrive à le financer, c'est ça la question, à peu près réaliste entre le véhicule automobile privé, enfin le véhicule privé, et puis le transport collectif. En tout cas, ce serait moins coûteux qu'ailleurs, et moi
Je m'intéresse souvent à ce qui se passe dans des métropoles du tiers-monde, ou en tout cas qui ont beaucoup moins d'argent que nous, où finalement des solutions improbables arrivent à faire fonctionner des mégalopoles de 10 millions d'habitants, 12 millions d'habitants. Est-ce que parfois, il ne faut pas qu'on y réfléchisse pour se demander si nous, avec les millions qu'on injecte dans le système de transport et avec toute l'ingénierie qu'on a, notamment numérique, on ne pourrait pas trouver des échelles plus intéressantes? Oui, moi je suis très convaincu effectivement qu'avoir des politiques publiques qui soient plus les politiques publiques, disons, dichotomiques, hein, transport public contre transport individuel, mais travailler sur cette espèce d'interland là qui peut s'agencer entre les deux, c'est crucial. Hein, simplement, il me semble quand même qu'on l'a fait assez volontiers avec les startups, etc., à travers des apps, à travers l'idée que parce qu'on avait l'outil numérique, ça allait marcher, quoi. Et il me semble qu'on est en train de revenir de cela pour se demander comment est-ce qu'on régule, comment est-ce qu'on expérimente, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se les approprient, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'éclair de génie, de dire il y a un truc à faire entre les deux pour que ça marche, quoi. Il faut être extrêmement modeste et puis remettre sur le métier 18 fois pour que ça ait des chances finalement de trouver la place que ça peut avoir, hein, sachant que à chaque fois qu'on imagine, nous comme économistes, vous comme urbanistes, qu'en appuyant là il va se passer cela, eh bien très souvent on se trompe, hein, et par conséquent il faut être d'une prudence de sioux dans ces affaires-là, quoi. Oui, non, mais juste quand on se revient 10 ans en arrière, quand Mazella il invente Blablacar, bon, il a beau avoir fait Normal Sup, on considère que c'est un peu un bobo, quoi. Il dit attendez, je vais prendre les gens en stop et je vais leur demander de me donner 10 € pour les accompagner à la gare. Et derrière, c'est le modèle SNCF qui est obligé de le revoir. C'est complètement fou. On ne peut pas penser une seconde que Blablacar va demander à la SNCF d'acheter son concurrent, de remettre son modèle économique à plat. Personne ne peut croire ça, c'est une utopie folle. Simplement, ça répond à un usage de consommateur, parce que le train, ou d'un côté, est devenu cher quand c'est le TGV, ou alors compliqué d'usage, trop de monde quand c'est le train de proximité. Il a répondu à une attente. Il a répondu à une attente, il a fait un usage. Après lui, il a maintenant son modèle économique à faire fonctionner, c'est un autre débat. Mais le débat de fond, c'est qu'il a mis à mal par le nombre de millions de personnes qu'il transporte. Diego, vous vouliez réagir? Non, je voulais effacer, c'est le mot effacement des frontières qui me faisait penser ou rêver à un autre sujet, qui est le fait que, enfin une autre manière d'aborder cette question de la mobilité, parce que là on parle de la mobilité à travers la manière de mettre en place des dispositifs, des process, des véhicules, des modes d'accès des véhicules. Si on regarde un peu d'un autre angle la question de la mobilité, c'est quel est le problème de la mobilité aujourd'hui finalement? Le problème de la mobilité, c'est 1 à 2 heures de pointe le matin, 1 à 2 heures de pointe le soir, où tout le monde veut aller de son domicile à son travail. Voilà. Enfin, en gros, c'est ça le sujet principal. Et quand on regarde ça, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette projection 2050, là où on rêve, on pense à ce que sera le monde, et Bordeaux en particulier, dans 32 ans, comment y vivra-t-on? On voit aujourd'hui, il y a des signaux faibles sur l'évolution des usages urbains. Le travail, on ne travaille plus de la même manière. On est dans un monde où la production peut se faire à peu près partout. Quand je dis production, c'est au sens large. C'est la production intellectuelle pour tout un domaine, le tertiaire. C'est la production matérielle pour ce qu'on appelle habituellement l'activité, la petite industrie ou l'artisanat, qui peut se faire à peu près n'importe où. Le télétravail, qui a tant de mal à avancer en France, quand même, il y a des signaux qui montrent que, notamment chez les jeunes générations, ça devient indispensable, qu'ils puissent travailler aussi bien chez eux qu'à l'hôtel, qu'au Starbucks, que dans un bureau de coworking, que dans leur bureau institutionnel. La manière de se retrouver, finalement, les lieux de travail, ils n'ont plus qu'une vocation aujourd'hui, c'est la rencontre. Puisque tout ce qu'on fait, personne ne va plus au bureau pour s'enfermer pendant 8 heures et ressortir le soir et retourner chez lui, parce que ça, il peut le faire devant son ordi chez lui de manière beaucoup plus efficace. Donc, il y va pour rencontrer d'autres gens, pour, avec eux, créer de la valeur à partir de l'échange. Et ça peut se faire dans des tas d'endroits différents, et à des tas de moments différents dans la journée. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on rêve à une métropole dans laquelle
le travail, c'est-à-dire la production, et une fois de plus la production de tout type, elle est intellectuelle, culturelle, matérielle, économique, se fasse dans une organisation ou une non-organisation, justement, c'est là qu'il peut y avoir beaucoup de spontané, qui fasse en sorte que les déplacements soient un sujet traité au fil de l'eau dans la journée, et plus avec ces absurdités qu'on vit tous dans ces grandes agglomérations, et Bordeaux ne fait pas exception malheureusement, voilà, de ces congestions qui sont le sujet qu'on cherche à traiter, qui coûte très cher en tout point de vue, qui cher au point de vue économique, puisqu'il y a des infrastructures, comme on l'a dit pour cela, qui coûtent très cher en temps passé, et le temps c'est de l'argent dans notre société, et qui coûte très cher au point de vue environnemental. Je fais une petite conclusion sur ce thème. Moi, je souscris tout à fait à ce que vient de dire M. Tricot, et on essaye d'aller dans ce sens. Je prends un petit exemple. À Bordeaux Métropole, on a élargi la plage de commencement de la journée du travail. Est-ce que tout le monde doit arriver à 9h, ou est-ce qu'on peut ouvrir le champ de 8h30 à 9h30 bon. Et ça résout, en petite partie, pas encore, le problème de la congestion aux heures de pointe. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous l'avez dit tout à l'heure, on est aussi en train, en matière d'urbanisme, de changer un peu l'approche. On a fait un urbanisme, vous l'avez dit, Jamel Clouche l'a dit tout à l'heure, pendant des années où il y avait les cités dortoirs et puis les zones d'activité. Et donc, pour aller de l'un à l'autre, embouteillage. Aujourd'hui, nous essayons de faire des quartiers de mixité fonctionnelle, où on puisse à la fois habiter et vivre. C'est pas toujours très facile, mais enfin, c'est ce qu'on essaie de faire. On a même eu beaucoup de mal à faire des immeubles dans lesquels il y a à la fois des bureaux et des logements. En France, c'était quasiment impossible pour des raisons liées au code de l'urbanisme. Donc on commence à le faire. Voilà, on va un peu dans cette direction. Ce que vous avez dit aussi sur le développement du télétravail, ça vient un peu lentement, hein, y compris de la part des employeurs, qui parfois ne sont pas très ouverts, bien sûr. Je le vois moi aussi en tant qu'employeur, on cadre ça et on est un peu prudent. Mais là aussi, c'est quand même intéressant. Le télétravail ne fait pas disparaître l'envie de se retrouver pour travailler quelque part ensemble. Et on est en train de voir émerger en ville, c'est très impressionnant, des espaces de travail collaboratifs à l'initiative soit de la Poste, soit de la Caisse d'épargne, soit de telle ou telle autre banque, où les gens se retrouvent, chacun est devant son ordinateur, mais il y a la cafétéria. Et donc là, on va boire le café ensemble. Donc voilà, il y a toute une fluidité, c'est vrai, une liberté finalement à créer dans les modes de travail et dans les modes de déplacement qui peut nous amener à améliorer la situation. C'est vrai que ce soir, on aurait tous pu vous écouter en live stream, mais on est réunis aussi ce soir, parce que d'ici une grosse vingtaine de minutes, il y aura un cocktail, c'est toujours un moment très apprécié. Je vais vous... C'est l'autosuffisance. J'espère bien qu'il y aura du Bordeaux, mais j'en doute pas. Je vais vous remercier tous, et je vais convier Bruno Marsloff du laboratoire Chronos à me rejoindre. Donc, le laboratoire Chronos qui a mené une grosse étude sur les mobilités émergentes un peu partout en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, si je ne dis pas de bêtises, avec une grosse focale évidemment sur l'agglomération bordelaise, en plus, histoire de nous montrer quelles sont les tendances de demain. Et votre étude, elle part évidemment des attentes des usagers, hein. C'est pas ce qu'on appelle une étude en chambre, vous êtes allé voir ce que les usagers avaient envie comme mobilité demain, donc on vous écoute. Merci, bonjour, bonsoir plutôt. J'ai envie de commencer par un petit rapport d'étonnement sur ce qui a pu être dit à la fois par les élus, par les experts, par les observateurs, et j'étais impressionné, sans doute comme vous avez pu l'être, par la place extrêmement considérable des enjeux de mobilité dans la réflexion prospective de la ville. C'est énorme la part qu'a aujourd'hui la mobilité, parce que ça a été évoqué à la fin du propos de M. Tricot. La question de la congestion est une question qu'on retrouve absolument partout, dans toutes les villes du monde, et qui lance une alarme assez considérable sur les enjeux de la ville de demain. Donc ce que je vais vous présenter... Voilà. Moi, c'est pas le propos des experts ou des élus ou des observateurs. Je vais essayer de me faire l'interprète, en fait, justement, de ces usagers, de leurs usages. Et vous pouvez me rejoindre sur scène, en fait. Me dit-on que vous verrez mieux en plus vos slides, comme ça sera plus simple.
Et donc, nous, on a évidemment la conviction, parce qu'on a un cabinet de sociologie, que ce sont les usagers qui inventent la ville, que ce sont leurs pratiques qui façonnent la ville de demain, et qu'il faut être à leur écoute. Et donc on a lancé une grosse étude qui a été parrainée par l'ADEME, notamment par le Commissariat général à l'égalité des territoires et d'autres acteurs, qui a été souscrite par des collectivités, notamment celle de Paris et puis celle de Bordeaux, puisque nous avons fait une focale sur la métropole bordelaise, là, en début de mois, elle est toute fraîche. L'autre étude, celle qu'on a conduite nationalement et puis sur les 3 pays qui ont été évoqués, donc c'est 7000 personnes qui ont répondu à un très lourd questionnaire. Et je vais essayer modestement de me faire leur interprète et puis raconter qu'une petite partie de ce que ces gens-là nous ont raconté. Alors commençons par planter le décor de Bordeaux, qui fait partie du peloton de tête de la croissance démographique des 22 métropoles en France, qui, dans notre enquête, mais comme dans beaucoup d'autres enquêtes, bénéficie d'une très grosse cote d'envie, puisque elle est au top des villes les plus fréquemment citées par les personnes interviewées. Mais ça me change du conseil municipal d'hier. Ah bon? J'espère que je vous apporterai un argument. Mais arrêtons-nous à ce chiffre qui est assez intéressant, qui nous a beaucoup surpris, qui est que 48% des Français aspirent à vivre ailleurs que là où ils résident. C'est énorme, c'est considérable, et pourtant ils ne le font pas. Ils ne le font pas pour des raisons évidentes. On ne s'évade pas forcément très facilement de la résidence. Mais ce chiffre de 48%, il faut le nuancer. C'est 25% dans les communes isolées, et puis ça monte à 57% dans les métropoles. Bordeaux tire très bien son épingle du jeu, monsieur le maire, puisque c'est un chiffre de 44% pour l'ensemble de la métropole, contre 57% pour l'ensemble des autres métropoles, et la ville, elle, encore mieux, avec 36%. Mais arrêtons-nous quand même sur ce chiffre, parce qu'il exprime un malaise, qui est, et ce malaise, c'est une rupture. En tout cas, c'est comme ça que nous l'analysons. C'est le rejet d'une ville que nous avons vécue, ou plutôt que les Français et d'autres ont vécu pendant un siècle, une ville fordiste dans laquelle la voiture a été éminemment présente, et elle a très largement façonné la ville, mais elle a apporté toute une série de séquelles. Et ces séquelles, ce sont celles qu'on rejette. Les excès de la ville... Voilà, les excès de la ville, ils vont être là, ils vont être autour de cette question de la congestion, de la pollution, de la mauvaise qualité de l'air. L'item dans les questions qui appellent du verbatim, l'item qui est sorti de manière la plus importante, c'est le bruit. Symptôme en fait d'une ville vibrante, mais aussi de tous ces excès. Et puis l'absence de nature, on va y revenir, l'absence de nature est très largement décriée, le manque d'espace, la publicité. Quoi qu'il en soit, à un moment, là où on se trouve en 2018, il y a manifestement un rejet de cette ville, et il y a une envie d'une autre ville. Ces attentes aujourd'hui des Bordelais, alors il y a évidemment des choses positives dans la ville, il y a bien évidemment des aménités urbaines qui sont très largement appréciées par les citadins, et une concentration d'aménités. Il y a une ville, alors ce qu'attendent les Bordelais comme les autres, avec des différences relativement faibles, c'est une ville plus nature, avec une appétence pour les jardins partagés, justement. Une ville accessible, avec une demande massive de mode actif ou de mode doux, quel que soit le vocabulaire que vous souhaitez retenir. Des Fab Labs de proximité, et cette notion de Fab Labs est assez intéressant, parce que les Fab Labs n'existent quasiment pas, et pourtant 66% des gens les attendent, et sont prêts à y apporter leurs équipements domestiques pour les faire réparer. Et ça renvoie aussi à une notion qui a été peu
débattue dans les tables rondes précédentes, mais qui est éminemment présente dans l'esprit des gens, c'est la notion de proximité. Et un des enjeux qu'il faut absolument résoudre, c'est cette contradiction apparente entre une volonté de cultiver la proximité, le voisinage, avec ce que ça veut dire de sociabilité et d'urbanité, et en même temps vivre avec cet ADN d'un droit à la mobilité qui s'affranchit de toutes les échelles et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Plus d'équipements mutualisés, une plus forte implication citoyenne, une très forte demande d'implication citoyenne qui est assez intéressante. Le respect très très fort d'une multiculturalité et surtout dans les parties centrales, et on a observé la même chose à Paris, et ça c'est extrêmement important. Bref, on retrouve dans ces requêtes des valeurs qu'on voit se développer et qui sont très largement célébrées, notamment chez Oui Demain, de frugalité, de partage, de mutualisation, d'autoproduction, de recyclage, de participation. Je me permets de secondes, on s'aperçoit vraiment que les citoyens du XXIe siècle ont vraiment compris comment ils vont pouvoir utiliser le monde qui arrive. Hein. C'est impressionnant. Je l'ai passé. Oui. En fait, la question de la taille, que ce soit de la superficie ou de la concentration démographique, est évidemment au cœur de la réflexion et des réponses des individus. La ville à taille humaine, la ville des proximités, elle est centrale dans les réponses qu'ont faites les individus. Autre surprise, peut-on passer la slide suivante, c'est le rejet majoritaire de la ville connectée. Donc, on avait proposé 6 archétypes de villes, qui sont la ville nature, la ville autosuffisante, la ville des courtes distances, la ville collaborative, la ville diffuse, c'est-à-dire en fait celle qu'on vit encore aujourd'hui, et puis la ville connectée. Et de façon assez symptomatique, la ville connectée est la dernière et de très loin. Ne vous fiez pas aux différences de chiffres qui ne sont pas très conséquentes. En fait, en termes statistiques, ça a beaucoup de sens dans les notations. Et donc, cette ville connectée, elle est très paradoxale, puisque désormais, plus de 90% des gens mobilisent des applications numériques, ont affaire d'une façon ou d'une autre avec la donnée, et pourtant, on la rejette, ces villes connectées. Pourquoi ? Nous, notre interprétation, c'est qu'il y a quelque part une forme d'opacité dans le traitement des données personnelles. Ces données personnelles, on les abandonne aux GAFA, on les abandonne à un certain nombre d'acteurs, et on ne sait plus très bien ce qui leur arrive. Donc ce manque de transparence, cette opacité, pose vraiment problème, même si on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de ne pas utiliser les applications numériques. Et c'est cette espèce d'enfermement qui conduit les gens à rejeter cette ville connectée. Alors la ville nature, elle explose. Il y a une demande considérable. J'ai parlé des jardins partagés, mais d'une manière plus générale, il y a une très très forte demande de cette ville nature. Donc si on devait résumer, et avant de passer à la question des mobilités qui a été très largement débattue dans les tables précédentes, si on doit résumer, une partie de la population, elle a tout lieu d'être satisfaite d'une ville qui, à de multiples égards, apporte énormément de bénéfices. Quand on est actif, quand on a un bon niveau de revenu, quand on est peu pénalisé par les itérations quotidiennes, trop pénibles. Pour les autres, l'exercice quotidien de la ville est rendu difficile par les distances, par le temps chronophage des déplacements, qui impliquent de multiples pénibilités, qui impliquent aussi, parce que tout le temps passé dans ces déplacements, c'est des temps qui ne passent pas en sociabilité, donc une réduction très forte des sociabilités.
J'étais impressionné par un chiffre qui est 45% des gens se sentent seuls et isolés, donc à Bordeaux. Alors c'est un petit peu mieux, moins mal qu'ailleurs, peut-être à 52%, mais c'est quand même un chiffre assez affligeant. Donc il y a là un enjeu qui est assez considérable. Alors arrivons maintenant à la question des mobilités. Sur ces mobilités, en fait, dans les autres réponses, Total France, mais également dans les autres pays, la vedette a été les navettes autonomes collectives. Donc ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que racontent les vedettes autonomes collectives? Bon, c'est à la fois le maintien d'un transport collectif sous une autre forme. C'est d'une certaine manière aussi la célébration de la proximité, parce que les navettes autonomes, c'est des courtes distances. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est que la navette autonome, ce n'est pas la voiture autonome. Et ça, ce plébiscite pour la navette autonome, c'est intéressant. Chez les Bordelais, vous l'avez signalé, il y a un très fort plébiscite de la marche et du vélo. Et là, on le retrouve dans ces chiffres-là. Le métro et le bus aussi sont très largement attendus. Mais ce qu'il faut aussi entendre derrière tout ça, et ça a été aussi largement débattu dans les tables précédentes, c'est qu'on ne saurait réduire la question des mobilités aux seules questions des transports. Ça a été très bien dit par M. Tricot, la question de la forme de la ville, qui va aussi façonner ou non des proximités, la question du traitement des échelles et des interterritorialités sont des choses qui sont tout à fait importantes. Donc oui, les mobilités sont extrêmement conséquentes, mais n'oublions pas qu'elles sont la résultante d'une ville, d'une organisation d'une ville et de la possibilité d'y construire un quotidien plus pondéré que celui que nous a infligé la fin du XXe siècle. Merci. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver l'étude, parce qu'elle est très foisonnante? Non, cette étude est réservée aux souscripteurs. Il reste un certain nombre d'éléments sont mis en ligne et la ville de Bordeaux pourra mettre en ligne un certain nombre de ces éléments, comme la ville de Paris l'a fait, sous notre haute surveillance. Merci beaucoup Bruno. Je vais vous demander de remercier l'ensemble des intervenants qui sont venus ce soir. Mon voisin évidemment, Jean-Dominique, qui dans quelques instants va offrir son exemplaire de Oui Demain au maire de Bordeaux. Il me reste à vous inviter à aller extrêmement nombreux sur bm2050.fr et à remplir les questionnaires. Et je vais laisser le mot de la fin évidemment à Alain Juppé. Alain Juppé, vous disiez au début, le but c'est de réussir à intéresser la population. On l'a vu là au cours de ces 2 heures qui sont passées très très vite. J'ai dû écourter les 2 débats. C'est assez passionnant, ça devrait être au fond assez facile d'intéresser la population et de faire en sorte que dans un an on a rendez-vous dans la salle à côté, non? Je l'espère. En tout cas, je voudrais remercier les intervenants parce qu'ils nous ont montré la richesse de tous les débats qui sont devant nous, la complexité aussi de ces débats. Et je crois vraiment que si on s'y prend bien, on peut susciter un mouvement d'intérêt dans la population. Je veux dire que la dernière présentation me laisse un petit peu perplexe, je l'avoue, parce qu'en réalité, ce dont rêvent nos concitoyens, c'est Alphonse Allais qui l'a défini très clairement, c'est-à-dire de reconstruire la ville à la campagne. Donc c'est quand même un défi un peu difficile à relever. Et ça nous pose vraiment une question ici à Bordeaux. Il y a quelques années, avec Vincent Feltès, qui était président de la CUB à l'époque, nous avions lancé ensemble le mot d'ordre « la ville millionnaire ». Ça n'a pas du tout accroché. Beaucoup de Bordelais m'ont dit « on est très bien comme ça. Pourquoi voulez-vous que la ville continue à grandir et qu'on attire chez nous d'autres habitants ?» Or, il se trouve qu'il y a un mouvement qui est un mouvement universel, qui est de concentration des populations vers les villes, un peu partout. On prédit qu'à la fin du siècle, 60, 70%, 80% de la population mondiale vivra dans les villes. Donc on est dans cette contradiction de citoyens qui ne sont plus à l'aise dans la ville et qui pourtant se précipitent dans la ville. Et la croissance de Bordeaux l'atteste. Alors est-ce qu'il faut arrêter cette croissance? C'est pour ça que ça me met dans la perplexité. Est-ce que justement des thèmes de réflexion que nous avons à
à aborder, ça n'est pas de calmer cette croissance et puis peut-être de concevoir l'aménagement urbain de façon différente sur l'ensemble du territoire girondin. Bon, je vais dire ça de façon provocante, est-ce qu'il vaut mieux faire croître Libourne ou Marmande que Bordeaux? Le maire de Bordeaux n'est pas très enthousiaste à cette idée, donc ça pose quand même quelques difficultés. Voilà, je crois qu'il va falloir réfléchir à tout cela, parce que sinon on n'arrivera pas à concilier ces aspirations un peu contradictoires. Voilà, pour le reste, je reviens à ce que je disais au départ, ne nous méprenons pas sur l'exercice que nous vous proposons, il ne s'agit pas de dessiner la ville de 2050 à Bordeaux ou dans l'agglomération. J'ai bien aimé ce qu'a dit Jamel Clouche, traçons des chemins. Essayons de créer des projets pilotes pour nous aider sur ces chemins et sur ce que pourra devenir au fil du temps cette agglomération, avec des adaptations qui seront inévitables au fur et à mesure que les années passeront. Alors maintenant, il faut se mettre au travail. On a un calendrier ambitieux. Je voudrais boucler toute cette opération avant Pâques 2019 pour qu'on soit complètement déconnecté de l'échéance électorale de 2020, terminer tout cela auparavant. Ce que nous souhaiterions, c'est que jusqu'en septembre-octobre, il y ait vraiment une mobilisation dans les villes, dans les communes de la métropole. Ensuite, on aura peut-être un deuxième temps avec des grands témoins ou des experts qui viendront témoigner dans un certain nombre de rencontres que nous sommes en train de planifier. Dans le même temps, il y a tout le processus sur Internet d'échanges interactifs ou de questionnaires. On devrait mobiliser aussi à la rentrée prochaine les lycéens et les collégiens qui s'intéressent à leur avenir. Je l'ai vu dans les conseils municipaux d'enfants, ils ont des idées. Et ça ira un peu dans le sens de ce qu'on a vu là d'ailleurs. Donc voilà un peu tout le mouvement que nous sommes en train de mettre en place. Alors je fais appel à votre engagement. Si seules quelques institutions, aussi prestigieuses qu'elles soient, s'engagent dans ce processus, ça sera très bien, on fera un très beau rapport, mais on n'aura pas touché le cœur de la population. Ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on libère la parole de nos concitoyens, quelles que soient les contradictions qu'ils ont à exprimer, mais leurs contradictions aussi sont intéressantes, et pour cela on a besoin de relais pour qu'ils puissent s'engager et se mobiliser, et donc aidez-nous à rêver, penser, agir. Bordeaux 2050. Merci d'avance.